Bonjour et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler de la perte de mémoire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu rencontres quelqu'un, la personne te dit son prénom et tu l'oublies 3 secondes après? Ou même de chercher tes mots durant une réunion ou une conversation? Eh bien, dis-toi que ceci, c'est pas normal et surtout, ce n'est pas forcément que tu es trop distraite, ni même que tu manques d'attention. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir comment fonctionne réellement la mémoire, les vraies causes qui font que l'on oublie en fait ces petites choses au quotidien. On va aussi parler d'un sujet plus profond avec les traumas et la mémoire dissociative et surtout voir les astuces concrètes que tu peux mettre en place pour booster ta mémoire. Donc première étape, avant de comprendre pourquoi on oublie, c'est important de comprendre comment on peut se souvenir. Comment fonctionne en fait la mémoire. Déjà, la mémoire, c'est pas un disque dur, c'est pas quelque chose en fait que l'on va venir alimenter et une zone de stockage qui va rester intacte comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. La mémoire, en fait, c'est un processus de reconstruction. Donc, à chaque fois que tu cherches un souvenir, que tu veux te souvenir de quelque chose, tu ne vas pas accéder à un fichier, non, mais tu vas reconstruire un souvenir. Une image, une sensation, une émotion. Et tous les fragments, en fait, qui vont te permettre de faire cette reconstruction sont logés dans des parties du cerveau qui sont différentes. Les images sont dans le cortex visuel, les sons dans le cortex auditif, les émotions dans l'amygdale et le contexte dans l'hippocampe. Et donc, chaque rappel est une reconstruction et chaque reconstruction peut venir modifier, en fait, le souvenir, l'événement à l'origine. C'est pour ça que 2 personnes qui ont vécu exactement la même chose peuvent en avoir un souvenir qui est totalement différent. Et donc, plus précisément, il y a 3 types de mémoire. Déjà, la mémoire de travail. C'est vraiment ta mémoire immédiate. Et c'est cette mémoire qui va être sollicitée quand tu rencontres une nouvelle personne, qu'elle va te donner son prénom et que potentiellement, tu vas soit t'en souvenir, soit oublier en 3 secondes. Parce que cette mémoire, elle est petite, elle est limitée et elle est très sensible à tout ce qui est stress, fatigue, etc. Ensuite, on a la mémoire épisodique. Donc là, c'est un petit peu ton journal intime des souvenirs. Donc là, c'est vraiment les souvenirs de ta vie avec le contexte émotionnel, ce que tu as ressenti, etc. On a également la mémoire sémantique où là, ça va être plutôt les connaissances en fait que tu as acquises au cours de ta vie qui vont être stockées dans la mémoire sémantique. Donc on va se rappeler de dates, de faits, mais aussi des prénoms plutôt sur le long terme. Et du coup, c'est pour ça que potentiellement, ils peuvent sauter les prénoms assez facilement. Et qui c'est du coup qui organise toutes ces mémoires? Ça va être l'hippocampe. Donc l'hippocampe est responsable en fait d'encoder les nouveaux souvenirs et de les transférer vers une mémoire plus long terme. Et du coup, c'est l'hippocampe qui va être très sensible au stress, à la fatigue. Résultat des courses, si vous subissez stress, fatigue, inflammation, l'hippocampe va mal en fait encoder les souvenirs et ne va pas les transférer correctement dans l'espace de stockage plus long terme. Et du coup, vous allez oublier. Alors concrètement, pourquoi on oublie les informations que l'on vient de nous dire? Eh bien déjà, la cause numéro 1, c'est que le cortisol détruit tout simplement l'hippocampe. Quand on subit du stress, et notamment du stress chronique, c'est-à-dire il y a une différence entre le stress que l'on subit par exemple quand on va faire une présentation ou quoi que ce soit, où là on est stressé de devoir parler devant quelqu'un ou quoi que ce soit, et donc ce stress-là, c'est pas du mauvais stress qui va avoir une durée limitée. Alors que le stress chronique, ça va être juste du stress que l'on ressent en permanence. Et souvent, on ne le ressent même pas parce que les personnes qui arrivent, par exemple, à du burn-out, ce sont des personnes qui ont du stress chronique depuis longtemps. Et pour autant, elles s'en sont pas vraiment rendues compte jusqu'à ce qu'elles arrivent à un niveau d'épuisement qui est le burn-out. Et donc ça, en termes ayurvédiques, c'est un risque très pitta. Le stress chronique, le burn-out et l'inflammation, c'est surtout les doshas dominants pitta. Donc si vous connaissez pas votre dosha, je vous invite à faire le test en description. C'est en fait la constitution ayurvédique qui permet de donner des pistes en fait sur les risques que l'on a pour notre santé, mais aussi du coup comment les limiter avec notre hygiène de vie, notre alimentation, etc. Comment adapter. Ça c'est important de le savoir parce que on est toutes différentes et du coup d'adapter en fait son alimentation. Un aliment en fait qui peut être sain pour quelqu'un ne va pas l'être pour quelqu'un d'autre. Et ça vous l'avez peut-être remarqué. Un aliment qui va être bon pour une amie, va vous ballonner par exemple. Voilà. Donc connaître son dosha, c'est hyper important. Et du coup, le dosha pitta, qui est l'élément feu, en fait, va être très sujet au stress chronique, à l'inflammation, au stress de performance et du coup à l'épuisement. Pitta, il va pas ressentir en fait cet état de fatigue entre deux, voilà, où par exemple quelqu'un de normal va faire beaucoup de choses et d'un coup va être fatigué le soir ou quoi que ce soit, il va avoir besoin de faire une sieste ou de ralentir ou de passer le week-end à rien faire. Pitta, non, Pitta pendant 1 mois ou 2, il va pouvoir tirer sur la corde, faire plein de choses jusqu'au jour où là, cloué au lit, épuisé et potentiellement il va même tomber malade. Et donc quand on a du stress chronique, de l'inflammation, en fait le corps il produit du cortisol. Et ce cortisol c'est un neurotoxique pour l'hippocampe.
et donc la mémoire. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? L'hippocampe va être détruit par le cortisol et donc il va réduire de taille. Résultat, l'encodage des nouveaux souvenirs va devenir totalement défaillant à cause de ton mode survie. Et on le ressent aussi quand on a l'impression en fait que les semaines s'enchaînent et que le temps est passé hyper vite. Ça peut être aussi également un signal. Ensuite, la cause numéro 2 de cette petite défaillance de mémoire, ça va être bien sûr le manque de sommeil. En fait, durant le sommeil, notamment le sommeil profond, le cerveau, il va reconstituer en fait tout ce que la personne a vécu durant sa journée, les encoder et les transférer dans un espace de stockage, qui est du coup la mémoire plus long terme. C'est ce qu'on appelle la consolidation mnésique. Mais quand tu dors mal, ce transfert n'a pas lieu. Toutes les informations vont rester en mémoire tampon et donc vont finir par être effacées. Et du coup, c'est pour ça qu'une nuit blanche avant des examens, ça sert complètement à rien, parce qu'en fait, le cerveau ne va pas enregistrer les informations durant cette nuit blanche, les informations que vous allez essayer d'acquérir. Et du coup, on observe ce phénomène surtout chez les femmes entre 35 et 50 ans. Tout simplement parce que les réveils nocturnes sont plus fréquents, du fait des fluctuations hormonales. Il y a potentiellement la périménopause. Donc vraiment, le sommeil profond diminue et donc avec lui, du coup, l'encodage des nouveaux souvenirs. Et donc, je viens de parler des hormones féminines et effectivement, les hormones féminines sont la 3e cause possible à ces pertes de mémoire. Et ça, personne en parle beaucoup, mais les oestrogènes ont un effet neuroprotecteur. Donc, ils vont venir directement protéger l'hippocampe. Mais du coup, quand les oestrogènes fluctuent, que ce soit à cause d'un déséquilibre hormonal, adénomiose, syndrome prémenstruel, SOPK, endométriose, ou à cause de la périménopause, la mémoire va vaciller tout simplement parce que les oestrogènes fluctuent. Et c'est là où tu commences à chercher tes mots quand tu parles, à ne plus te souvenir du prénom de personne, etc. Tu peux même tomber dans un brouillard mental cognitif qui va venir impacter même ta prise de décision parce que tu vas vraiment avoir du mal à y voir clairement et à prendre des décisions qui vont être alignées. Résultat des courses, tu vas avoir peur de prendre des décisions et peur de prendre la mauvaise décision parce que tu es vraiment dans un brouillard mental. Et donc ça, c'est très handicapant parce que potentiellement, tu vas rester dans des situations qui certes ne te conviennent pas, que ce soit en termes de santé, de travail ou même des relations. Mais pour autant, tu ne vas pas avoir la clarté mentale nécessaire pour pouvoir prendre les décisions qui vont te permettre de sortir de ces situations. Et bien sûr, la dernière cause possible, c'est forcément l'attention. On peut dire qu'aujourd'hui, on est surstimulé avec les écrans, avec les lumières, avec les bruits, avec le fait qu'on doit être multitâche. Il y a beaucoup de personnes, donc à noter si c'est votre cas, qui par exemple font toujours plusieurs choses à la fois sans même s'en rendre compte. Vous regardez un film et en même temps vous êtes sur votre téléphone. Vous cuisinez et en même temps vous écoutez la musique ou vous regardez la télé. Vous travaillez en télétravail et vous avez Netflix en fond. Voilà. De faire plusieurs choses comme ça à la fois, ça va venir en fait impacter largement votre attention et donc votre capacité de mémorisation. Et ça, c'est tout simple, la cause, l'explication, je veux dire. Dans le sens où, en fait, pour se souvenir de quelque chose, encore faut-il apporter de l'attention à quelque chose. Il faut être présent dans le moment. Si par exemple, vous voyagez et que vous voyez une cascade, ok, mais en fait, si vous ne regardez pas la cascade, que vous êtes en train de répondre à un message ou que vous faites des vidéos ou que autre, en fait, vous allez partir et au final, déjà à peine quelques minutes après être parti de la cascade, vous allez avoir un souvenir assez flou de la cascade parce que vous n'avez pas porté suffisamment d'attention. Donc pour avoir un souvenir, la première étape bien sûr, c'est de porter l'attention, être présent dans le moment présent justement et porter de l'attention à ce qui se passe à ce moment-là autour de vous pour avoir la capacité de vous en souvenir. Et ensuite, on peut parler d'une autre perte de mémoire et qui est beaucoup plus profonde que juste du coup les prénoms que l'on va oublier. Donc ça, il ne faut pas sous-estimer, quand on oublie des prénoms, quand on cherche nos mots, il faut quand même travailler la cause. Ça veut dire que quand même, il y a potentiellement un stress chronique latent, une fatigue chronique, un manque de sommeil profond, un déséquilibre hormonal, notamment au niveau des oestrogènes. Donc ça, voilà, il faut vraiment le traiter parce que la mémoire en vieillissant, ça ne s'arrange pas, du fait notamment chez les femmes à cause de la fluctuation hormonale, la ménopause, etc. Ça, on n'y peut rien. Mais ce phénomène va être aggravé et surtout accéléré si déjà, avant même la périménopause ou la ménopause, on a un déséquilibre hormonal. Voilà, donc c'est dans ce sens aussi que c'est important d'équilibrer ces hormones. Ça a un impact sur tout votre quotidien. Mais il y a des pertes de mémoire qui peuvent être beaucoup plus liées à des causes un peu plus profondes, on va dire. Et ça, c'est ce qu'on parle de la mémoire dissociative. Donc là, je vous parlais que la dernière cause des pertes de mémoire, c'était le manque d'attention. Mais parfois, en fait, ce manque d'attention, il est voulu par l'organisme pour tout simplement survivre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la mémoire dissociative. C'est-à-dire que quand vous vivez un événement qui est tellement, en fait, traumatisant, qui est tellement violent, qui est tellement choquant, qu'en fait, le corps, pour se protéger, il va vous dissocier de votre corps
pour que justement vous n'ayez pas de souvenir de cet épisode. Et ça s'explique en plusieurs étapes. Quand vous vivez un moment traumatisant, choquant ou dur émotionnellement, en fait, le souvenir qui va être créé, en fait, ne va pas être stocké de la même façon qu'un souvenir normal. Parce que dans ce cas-là, il va y avoir vraiment une grosse charge émotionnelle. Et donc, c'est l'amygdale, en fait, qui va s'enflammer. Résultat, beaucoup de cortisol et beaucoup d'adrénaline. Et donc, l'hippocampe va être totalement submergé. Du coup, le souvenir traumatique va être stocké, mais en fragments, en vision assez floue, en émotions, mais ça ne va pas être quelque chose de très concret, en fait. Ça va être vraiment un petit peu des éclats qui vont être éparpillés et pas un souvenir qui va être construit. Et ça va pas être quelque chose de cohérent, en fait. Et parfois, selon l'événement vécu, le corps va faire ce que l'on appelle la dissociation. Enfin, le cerveau surtout va faire ce qu'on appelle la dissociation. Et donc là, en fait, c'est vraiment, comme si on sortait de son corps et qu'on voyait la scène de l'extérieur. Mais on voit pas très bien la scène. C'est assez flou. Et ça, c'est vraiment le corps, quand il déclenche ça, c'est pour protéger, en fait. C'est vraiment nécessaire à la survie. Et c'est pour ça que souvent, on dit qu'il faut travailler sur ces traumas, etc. C'est parce que potentiellement, les traumas, de façon inconsciente, vont guider vos décisions dans votre quotidien, etc. Et pour autant, vous n'en avez pas conscience parce que c'est même pas en fait un manque de travail, c'est juste le fait que vous ne vous souvenez pas parfois du trauma. Et ça arrive chez beaucoup de personnes. Et donc parfois on peut ne pas se souvenir d'un événement et parfois on peut avoir un trou blanc de plusieurs années de sa vie. Exemple, moi j'ai un trou de mémoire qui a duré 2 ans, 2 ans et demi à peu près, quand j'étais adolescente et je me rappelle de rien. J'ai quelques images comme ça, mais je dois en avoir 2, 3, mais je me rappelle rien de ma vie à ce moment-là. Et ça a commencé en fait, déjà moi j'ai eu mes problèmes de santé où on m'a opéré pour m'enlever un rein parce que je faisais une grosse infection. Donc j'étais à l'hôpital de Marseille alors que ma famille vivait à Avignon. Donc j'étais un petit peu toute seule à l'hôpital de Marseille et j'ai dû subir plusieurs opérations parce que l'infection était grave et donc je suis restée 8 mois hospitalisée. Et durant cette hospitalisation, forcément déjà j'avais pas beaucoup de souvenirs, mais ça c'est pas vraiment lié à la mémoire traumatique je pense. C'est surtout que j'étais shootée à la morphine du matin au soir. Donc forcément je comatais, j'avais pas grand chose, j'avais pas vraiment de souvenirs à mémoriser quoi. Et durant cette période-là, mon père a été diagnostiqué d'un cancer en phase terminale. Et donc quand moi je suis sortie de l'hôpital et que je suis rentrée chez moi, mon père en fait commençait tout ce qui était chimio, radiothérapie, etc. Et tous les traitements en fait, donc il était déjà au stade 4, les ganglions étaient infectés. Et du coup il a commencé tout ce qui était chimio, radiothérapie. Et en fait cet épisode-là, tous les traitements, les opérations multiples, etc. ça a duré un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Et du coup c'était comme un peu si la vie était en pause à ce moment-là. Et du coup ça tournait vraiment autour du médical. Je me rappelle juste qu'il y avait beaucoup d'infirmières et d'appareils médicaux chez moi. Mais voilà, j'ai pas vraiment de souvenirs de mon père à cette période-là. J'ai pas de souvenirs de ma vie non plus, de mes amis au lycée, de ce que je faisais ou quoi que ce soit. J'ai vraiment très très peu de souvenirs. J'ai juste des brides d'images, mais j'ai pas vraiment de souvenirs. Voilà. Et du coup, c'était très perturbant parce que c'est comme en fait si du coup j'avais eu une première vie, ensuite un trou noir et ensuite une deuxième vie. Mais que du coup les deux étaient pas forcément liés entre elles. Parce qu'il y avait eu ce gros trou noir au milieu. Et donc ça, la mémoire n'est pas revenue, du coup, parce que quand on a un travail dissociatif comme ça, en fait, le but, c'est de ne pas être présent dans le moment présent, et du coup, on ne porte pas l'attention au moment présent, et donc, le souvenir ne peut pas être stocké et encore moins reconstruit, vu que on n'a pas porté d'attention à la situation actuelle. Et ça, c'est pas exprès, c'est vraiment le cerveau qui a fait ça pour se protéger. Résultat des courses, après, quand on travaille sur le trauma, on va pas pouvoir travailler vraiment sur des souvenirs, sur ce qui s'est passé, etc. parce qu'on n'en a pas. Mais par contre, comme on a eu l'amygdale qui s'est enflammée comme pas possible, on a quand même des émotions qui sont restées stockées dans notre corps. Et c'est ça, en fait, qu'on va venir libérer. Et donc, c'est en ça, quand on a des traumas, et donc ça a été prouvé par la suite, que tout ce qui était thérapie cognitive, de parler, etc., ça aidait pas vraiment parce que juste en fait ça venait réveiller d'autant plus les émotions et donc le corps subissait à nouveau un stress qui était très très important et donc ça provoquait d'autant plus d'inflammation. Et donc il y avait des études qui avaient été faites sur des personnes des militaires, donc des Américains qui étaient partis, qui avaient fait des guerres et quand ils revenaient en fait les thérapies cognitives déjà ne fonctionnaient pas, ça les aidait pas à sortir de leur trauma, mais en plus de ça ils développaient rapidement des cancers, etc. parce qu'en fait de parler de ça en fait en permanence, ça les remettait dans les mêmes situations de stress, un stress qui était
était intense. Et donc, ça maintenait un niveau d'inflammation qui était trop élevé. Et c'est pour ça que d'autres thérapies ont été élaborées, notamment l'EFT, pour libérer le corps des traumas. Parce que quand on a, du coup, une mémoire dissociative comme ça, en fait, comme on n'a pas vraiment les souvenirs ou on n'a que l'émotionnel, le but, en fait, est que les émotions, c'est de l'énergie. Donc, le but avec l'EFT, ça va être de venir taper, en fait, certaines zones du corps tout simplement pour faire circuler l'énergie. Parce que quand on a des émotions bloquées, en fait, ça crée vraiment des blocages énergétiques. Et donc, l'énergie a tendance à stagner et ne plus circuler correctement. Et donc, là où les émotions vont être stockées, on va avoir un blocage énergétique et donc des symptômes physiques. Ça peut être, notamment chez les femmes, c'est souvent des dérèglements hormonaux, etc. Parce que les émotions, elles sont stockées au niveau du chakra sacré et donc au niveau du psoas. Et donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui m'envoient des messages sur Instagram, etc. et qui me disent qu'elles sont pas du tout souples et qui me demandent comment je suis devenue souple. En fait, moi, j'étais pas du tout souple à 30 ans, je touchais même pas mes pieds, même à 31. Mais en fait, la souplesse, elle est venue quand j'ai libéré les émotions de mon corps. Et du coup, mon psoas et mes fascias, donc les fascias, c'est vraiment les tissus qui vont lier les muscles entre eux et donc dans lesquels les émotions sont stockées. Mais en fait, si les fascias, ils sont trop rigides parce qu'il y a trop d'émotions qui sont stockées, l'énergie peut pas circuler. C'est comme s'il y avait un nœud, en fait. Vous, quand il y a un nœud, par exemple, dans votre collier et que vous avez dans votre chaîne des nœuds à démêler, voilà, vous galérez, quoi. Vous pouvez pas le mettre tout de suite, vous perdez du temps, etc. Alors que sinon, vous pourriez mettre votre collier tout de suite. Et là, c'est un petit peu pareil. Et du coup, vous perdez du temps à essayer de démêler quelque chose. Et donc, c'est ça, quand on a eu la mémoire dissociative et des émotions qui sont bloquées, le psoas et les fascias, ils sont très tendus. Et donc, on a beaucoup de rigidité dans le corps. Et quand on essaie de bouger, on peut avoir des douleurs. Parce qu'en fait, c'est vraiment des émotions qui sont bloquées. Et donc, on perd la mobilité, on perd la souplesse. Alors que la souplesse, la mobilité, c'est pas vraiment quelque chose que l'on travaille, à part si vous voulez vraiment faire de la gymnastique, etc. Mais c'est quelque chose que le corps humain a déjà à la base. C'est juste que de stocker les émotions dans l'organisme, dans le corps, comme ça, dans les fascias, en fait, on devient de plus en plus rigide et on a de plus en plus de mal à bouger. Donc, un corps en bonne santé émotionnelle, c'est aussi un corps qui est mobile et qui est flexible. Alors, ça ne veut pas dire forcément faire le grand écart, mais en tout cas, ça veut dire que vous avez une certaine amplitude de mouvement sans avoir de la douleur. Donc voilà, donc si vous avez des pertes de mémoire liées plutôt à ce qui est hormones, stress chronique, inflammation, etc., là, je vous invite, du coup, vous pouvez réserver votre consultation gratuite, le lien est dans la description. Mais par contre, si vous avez de la mémoire dissociative, il faut d'abord faire un travail vraiment sur le trauma. Et donc là, vous pouvez voir des coachs qui sont spécialisés vraiment en release trauma. Et donc, c'est pas des thérapies cognitives, ça va être de l'EFT. L'EFT, j'en fais également. Il y en a, parce que j'ai une plateforme en ligne avec beaucoup de pratiques et donc de l'EFT. Mais voilà, il vaut mieux quand même se faire accompagner dans ces cas-là. Et donc, il y a plusieurs thérapies possibles. Donc là, il faut que, quand vous vous rendez compte que vous avez de la mémoire dissociative, du coup, vous vous rapprochez de ce genre de personnes pour travailler dessus. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour déjà les premiers problèmes de mémoire que l'on a vus, donc sans parler du trauma ou de la mémoire dissociative, mais vraiment de la difficulté à se souvenir des prénoms, etc. Donc plusieurs astuces. Déjà, apporter plus d'attention, bien sûr, sur le moment présent. Donc quand on vous dit un prénom, d'essayer de vous le répéter dans votre tête. Ensuite, bien sûr, ça va être tout ce qui va être sommeil. Plus vous aurez un sommeil réparateur, mieux votre mémoire sera. Donc essayez de travailler sur votre sommeil. Dites-vous que si vous avez des insomnies ou des réveils nocturnes, les causes sont différentes. Les horaires des réveils nocturnes ont des causes du coup différentes également, et se réveiller la nuit pour aller faire pipi, c'est un réveil nocturne. Ce n'est pas normal, donc ça veut dire que vraiment il y a un déséquilibre. En médecine chinoise par exemple, chaque tranche horaire est liée à un organe quand on se réveille la nuit. Donc je vous invite à regarder à quelle tranche horaire vous vous réveillez pour voir quel organe est associé, donc quel déséquilibre vous avez et rééquilibrer pour traiter les réveils nocturnes. En cas d'insomnie, ça va être autre chose aussi. Mais voilà, en tout cas, travailler la cause pour avoir un sommeil réparateur, ça c'est vraiment important. Ça, on le sous-estime, surtout avec... j'ai une cliente, par exemple, qui mettait son réveil hyper tôt, à 6h30, alors qu'elle dormait pas assez, pour faire le morning miracle, alors qu'elle commençait à travailler à 10h. Et du coup, je lui ai dit forcément d'arrêter son réveil, parce que la priorité, en fait, c'est pas de faire le morning miracle. La priorité, c'est de dormir. Le meilleur truc que vous pouvez faire pour votre santé, c'est le sommeil. Et ensuite, si vous avez un trouble du sommeil, l'identifier, lequel, réveil nocturne, insomnie, à quelle heure, etc. Et travailler la cause. Voilà, la cause, elle peut être autre, bien sûr, mais en tout cas, travailler le sommeil, parce que c'est durant le sommeil que le corps se régénère. La mémoire, mais pas que.
absolument toutes les cellules de l'organisme. Et c'est ça qui nous préserve et qui nous maintient en bonne santé. Donc c'est important, le sommeil. Ensuite, bien sûr, il va falloir travailler, si vous êtes reconnu là-dedans, sur l'hypercontrôle. J'ai fait un épisode de podcast dessus, sur l'inflammation, sur le stress chronique, sur le déséquilibre hormonal, si vous souffrez notamment d'une pathologie ou même d'un syndrome prémenstruel. Un syndrome prémenstruel, ça veut dire que vous avez un déséquilibre au niveau des oestrogènes notamment. Donc voilà, donc ça peut provoquer une perte de mémoire. Donc dans tous les cas, à partir du moment où vous avez un déséquilibre hormonal, il faut le traiter. Déjà pour votre santé globale, mais aussi pour booster votre mémoire. Et ensuite, bien sûr, dernière étape, ça va être d'améliorer votre attention, d'éviter de faire plusieurs choses à la fois, de vous concentrer, voilà, d'être vraiment plus connecté au moment présent, d'arrêter les notifications, d'arrêter d'être sursollicité, etc., de poser les limites en fait par rapport à tout ça. Parce qu'on peut être sursollicité, voilà, c'est la société qui va nous sursolliciter, mais on peut poser des limites. Par exemple, quand quelqu'un au travail nous demande de faire plusieurs choses à la fois, au lieu de commencer et de faire 10 choses à la fois, soit on le dit, soit on le fait, mais on fait en fait une seule tâche à la fois et on priorise en fait. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Pas regarder son téléphone devant la télé. Quand on cuisine, juste on cuisine, etc. Quand on se douche, juste on se douche. On va pas, écouter de la musique ou autre, sauf si c'est les fréquences solféggio. J'ai fait un épisode de podcast dessus aussi. Mais voilà, essayez en tout cas de faire une chose à la fois pour que votre cerveau en fait ne soit pas en hyperactivité, en hyper éveil et sursollicité en permanence. Parce que là, vous grillez tout simplement des circuits neuronaux. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, mettre les petites étoiles, poser vos questions en commentaire et le partager. Et si vous voulez aller plus loin pour travailler la cause de votre déséquilibre, je vous invite à réserver une consultation gratuite. Du coup, le lien est dans la description. Passez une belle journée, à mardi prochain pour un prochain épisode.